Je suis contente de vous présenter Philippe Cardinali, qui est philosophe. Il est d'ailleurs le premier, je crois, le premier philosophe à entrer dans nos petites leçons de ville. Vous êtes également docteur en esthétique, sciences et technologies des arts et professeur en classe préparatoire, qui n'est pas une mince affaire. Et pour vous, l'histoire de l'art n'est jamais loin de celle des villes, et inversement, avec un penchant particulier que vous avez pour l'Italie. Alors, comment la ville vint à l'art et l'art à la ville, c'est l'intitulé de cette première séquence introductive et philosophique. Et à propos des villes, monsieur le professeur, vous dites qu'elles sont à l'image des hommes, elles sont mortelles, et même Rome, ville éternelle, a bataillé pour le rester. C'est à vous. Bien, je suis heureux d'être ici ce soir. Ça va être un tout petit peu délicat puisqu'en gros, je me disais en faisant le trajet que ça implique de parcourir 80 siècles en 40 minutes, donc ça fait 30 secondes par siècle. Ça risque d'être un survol rapide. Bon, nous autres civilisations qui savons maintenant que nous sommes mortels, nous savons également que nos villes le sont aussi. Hein, si nous l'oublions, nos archéologues ont au fait de nous le rappeler, puisqu'ils ne cessent de retrouver dans les endroits les plus invraisemblables des restes urbains, des vestiges urbains. Et force nous est donc d'admettre que les villes ne sont pas éternelles. Et comme vous le disiez, Rome en serait un bon exemple, puisqu'elle n'a réussi à justifier jusqu'à présent son nom qu'en fonctionnant sur le mode du phénix, c'est-à-dire en renaissant périodiquement de ses cendres, qui ont bien failli refroidir définitivement à la suite de sa destruction par Alaric et les Goths en 410, puisqu'on est passé de près de 5 millions d'habitants sous Tibère à entre 20 et 40 000 au VIe siècle. Imaginez la même chose à Paris, et ça nous explique pourquoi, au fond, le Moyen-Âge était nostalgique de l'Antiquité, quelque part. Et Rome n'est pas l'unique victime de ce que je nomme le big crunch urbain de la fin de l'Antiquité ou du Haut Moyen-Âge. Ça veut dire quoi ? Bon, c'est par référence à l'idée, au fond, qu'après un Big Bang où le monde est en expansion, les choses s'inverseraient jusqu'à ce que le monde s'effondre sur lui-même. Et c'est en gros ce qui s'est passé pour ce qui est du monde urbain européen, puisque ça ne touche évidemment pas la partie orientale de la Méditerranée, Constantinople, le reste de Constantinople, Alexandrie. Mais en gros, outre l'exemple de Rome, qui est donc Urbs, la ville par antonomase, hein, une ville comme Arles se concentre tout entière à l'intérieur de son arène, hein, et Autun passe de 200 hectares à 10 hectares, ce qui dit beaucoup de choses. Quant à la renaissance de Rome, hein, elle s'est faite par toute une série d'étapes, et alors qu'elle compte encore 800 000 habitants de moins, le Grand Rome, que sous Tibère, elle a quand même réussi à se doter à la fin du siècle dernier de la plus longue barre d'Europe, surnommée par les autochtones Palazzo Chilometro. Je suppose que ça se passe de traduction. Mais constater avec Baudelaire que la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, et savoir même que nos villes ne sont pas immortelles ne nous empêche pas de croire que la ville, elle, l'est, et de faire comme si nous en parlons au singulier, comme d'une idée platonicienne, certes susceptible de s'incarner sous des formes diverses, mais sans que sa nature profonde en soit pour autant affectée. Et c'est vrai que les mots nous persuade en sourdine qu'elle est le creuset de la civilisation. Le civilisé, c'est l'homme de la civitas, de la cité, par opposition au sauvage, qui lui est l'homme de la forêt, des bois, silva en latin. Nous sommes sans doute d'autant plus enclins à croire la ville immortelle que son triomphe est aujourd'hui planétaire, puisque depuis 2007, la moitié de l'humanité vit en ville, 80%. Oui. On a passé le cap de la moitié en 2007. Et donc, il faut simplement rappeler qu'au début en 2000, on comptait que ça serait en 2050, ce passage. Donc, c'est passé beaucoup plus vite. Et donc, maintenant, les évaluations, c'est à l'échelon 2050, 80% de la population en ville. Et la ville écrase tout sur son passage. Alors, on est à la fin du processus, on parachève le processus de sédentarisation qui a commencé au néolithique, et au fond, ça pourrait peut-être faire plaisir à Aristote, pour qui, je le rappelle, l'homme est par nature un animal vivant en cité, et celui qui est hors cité naturellement, bien sûr, et non par le hasard des circonstances, type Robinson Crusoe, est soit un être dégradé, soit un être surhumain,
Thérion et Théos, une bête sauvage ou un dieu. Mais c'est vrai qu'Aristote ignorait le métro, ce lieu où le beau mot d'urbanité prend tout son sens, surtout aux heures de pointe. La mondialisation, c'est donc d'abord la mondialisation de la ville, qui passe avant tout par ces entités multimillionnaires dont le nombre explose en même temps que la population. Les spécialistes leur ont trouvé de nouveaux noms, mégalopole, mégapole, hyperville par exemple, ou en France, TGV, que j'aime beaucoup, très grande ville. On voit pourquoi d'ailleurs. Le vocabulaire dit à la fois une chose et son contraire, que c'est toujours des villes, simplement plus grandes, et puis quand même pas tout à fait, parce qu'on dit bien TGV, mais on ne dit pas GV, PV ou MV pour grande ville, moyenne ville, petite ville. Est-ce qu'on est si sûr que le changement d'échelle puisse n'avoir pas pour corollaire un changement de nature, Avec 37 millions d'habitants, le Grand Tokyo compte aujourd'hui 8 millions d'habitants de plus que la France en 1800. Et sur les 10 villes les plus peuplées du monde aujourd'hui, ont tous plus de 20 millions d'habitants. Ça nous donne une idée de... Alors, bref exercice de strabisme chronologique divergent, des débuts jusqu'à la fin ou presque. Parce qu'il y a toujours une première fois. Alors, une première fois, voilà la reconstitution, c'est Sataluyuk, il paraît qu'on prononce autrement, mais je ne m'y risquerai pas, qui a été fondée en 7000 avant Jésus-Christ en Anatolie, qui est la plus ancienne ville de l'histoire, en tout cas l'une des plus anciennes qu'on ait pu fouiller de manière assez systématique depuis qu'elle a été découverte en 52. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait qu'il n'y a pas la moindre rue dans cette ville, on a envie de le dire avec des guillemets, dont les habitants se déplaçaient par les toits en terrasse, depuis lesquels ils descendaient avec une échelle, par une ouverture verticale tenant également lieu de cheminée, dans leurs habitations non moins dénuées de fenêtres que de portes, d'où le nom de civilisation méditerranéenne hypogée qu'on utilise pour désigner cette séquence. Alors, il y a bien des cours, comme vous le voyez, mais ces cours qui parsèment ces habitations agglutinées, elles servent à l'entassement des ordures. Un coup d'œil maintenant à l'autre bout, pratiquement de la chaîne, c'est-à-dire fin 19e, du côté du Catalan Île-Défense au Cerdà et Sunyer, concepteur de l'Eixample et le plan d'agrandissement de Barcelone, et dont la théorie générale de l'urbanisation, qui est parue en 1867, est le premier ouvrage d'urbanisme dans l'acception moderne du terme. Cerdà donne le nom d'intervoies aux espaces pris dans les mailles du réseau viaire, dont il affirme ainsi l'absolue primauté urbaine. La ville, c'est la circulation. D'où les carrefours octogonaux très particuliers de Barcelone. Ce plan singulier a pour finalité de fluidifier au maximum la circulation, de limiter les conflits, de faire que tous les usagers puissent se croiser le plus vite possible en se gênant le moins possible. Donc, du coup, d'ailleurs, sans se rencontrer autrement que très fugitivement. Or, on est en 1867, donc le problème de la circulation automobile dont on nous bassine depuis un certain Le Corbusier ne se pose pas encore, puisque les premières automobiles ne circuleront dans Paris qu'en janvier 1891. Mais on n'a pas tort d'anticiper. Comment ? On n'a pas tort de voir arriver le problème. Oui, enfin bon, on ne peut pas dire à l'époque où ça devient un poncif dans les discours urbanistiques que c'est la voiture qui, puisque à l'époque même de Cerdà, où le problème ne se pose pas du tout, en tout cas pas dans ces termes-là, on est déjà hanté par cette idée de la circulation, cette idée que c'est ça qui prime. Alors c'est assez intéressant, puisqu'après tout, un habitant, c'est d'abord quelqu'un qui a un habitus, qui a un endroit où il a des habitudes, etc. Bon. Alors de Sataluyuk à nos mégapoles et autres hypervilles, quel sens y a-t-il à user du même vocable ville ? Surtout que c'est un mot, somme toute, très récent, un petit millénaire, c'est très jeune. Le mot apparaît en 980 et il se fixe avec la graphie actuelle en 1200. Donc 980-1200, c'est intéressant puisque 950-1250, c'est la séquence chronologique à la faveur de laquelle la population de l'Europe triple. Elle passe donc de quelque chose comme 25 millions d'habitants, donc un peu moins de la population de Tokyo. C'est quand même assez intéressant ce genre de télescopage, à 70 millions en 1250, avant que la peste noire de 1350 n'opère de nouveau une coupure. Un boom démographique qui va bénéficier essentiellement aux villes, donc le processus que j'appelle le Big Crunch s'inverse,
Et donc ça veut dire que les villes de l'Antiquité renaissent de leurs cendres. Ça veut dire aussi qu'on crée beaucoup de nouvelles villes. À titre d'exemple, parce que c'est sans doute l'un des plus parlants, entre le début du XIIIe et la fin du XIVe, les rois de France et d'Angleterre créent en Aquitaine près de 500 de ces villes nouvelles qu'on appelle des bastides. Dans la langue classique, le latin villa désignait la résidence de campagne, la domus rustica, comme dit Vitruve. Dans la langue de la basse antiquité, il en vient à désigner un regroupement de ces constructions rurales, l'ancêtre du village, bref, une agglomération spontanée, ce que les spécialistes distinguent sous le nom de ville de création, de la ville de fondation, née d'une volonté concertée, type Brasilia, Chandigarh, etc. Ce nom de ville ne vient donc d'aucun des deux vocables latins ou grecs servant à désigner la chose urbaine. Urbs, quand on l'envisage plutôt dans sa dimension matérielle, synonyme du grec astu, mais l'urbs avec un U majuscule, c'est Rome, la ville par antonomase, et civitas quand on l'envisage dans sa dimension humaine, ce que le grec dit polis, qui donne bien sûr politique. Alors la vérité des êtres et des choses n'est certainement pas dans les mots, comme le croyaient les hommes du Moyen-Âge et Heidegger, mais c'est la même chose. Mais les mots nous disent la façon dont ceux qui les ont forgés et adoptés voyaient les choses qu'ils désignaient par leurs moyens. Alors il faut se rappeler que pour les anciens, fonder une ville est un acte sacré, ce qui se marque par l'observation de toute une série de rituels qui sont chez les Étrusques empruntés aux Romains. Vous en avez un bref rappel ici, de l'inauguratio à la consécratio, à l'occasion de laquelle la ville est mise sous la protection de la triade capitoline Jupiter, Junon, Minerve, en passant donc par l'orientatio qui consiste à fixer son axe nord-sud, le cardo et son décumanus, l'axe est-ouest, la délimitation des lots, etc. Tout ça est une affaire de prêtre avant d'être affaire d'architecte et d'usager. Le liturgique l'emporte sur le technique et sur l'esthétique. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit avant tout de faire en sorte que la nouvelle entité urbaine soit un parfait microcosme, comme tel capable de s'inscrire aussi adéquatement que possible dans le macrocosme du monde. Ce monde auquel son caractère ordonné est tellement essentiel qu'il lui a valu le nom qui est le sien, le nom de monde, cosmos en grec, mondus en latin, c'est le bel ordre. Car dans ce bel ordre qu'est le monde, rien n'est plus dangereux pour l'homme, collectivement comme individuellement, que de ne pas s'insérer précisément à la place qui lui revient, qui prétend en sortir, c'est à ce que les Grecs appellent hubris, la démesure, et le malheur est à la proportion le malheur qui sanctionne ça est à la proportion de. Et une ville, c'est d'abord un outil pour s'insérer le mieux qu'on peut dans le monde. Il n'est pas du tout question encore de s'en servir pour le transformer. Et on a déjà ça, au fond, ce principe d'emboîtement à Satalouyouk, puisque les habitations font que les habitants vivent dans la terre, dans cette ville qui est ordonnée autour d'un culte de la terre-mère, enfin d'une grande déesse qui a tous les attributs de ce qu'on appelle une terre-mère. Donc c'est une forme d'encadrement ? C'est une forme d'encadrement, c'est ce que Benoît Goethe, dans un joli livre qui s'appelle La dislocation, appelle la grande analogie. Ce principe qui veut que la ville soit la représentation symbolique du monde. Le Moyen-Âge adopte une démarche analogue en changeant ce qui doit être changé, puisque le christianisme il succède au paganisme d'une part, et il le fait dans le contexte du Big Crunch dont je parlais tout à l'heure, ce qui veut dire que les hommes du Moyen-Âge sont amenés individuellement et collectivement à se réapproprier des morceaux de quartiers, de bâtiments, etc., en se les adaptant sur le mode du bricolage, dans ce que j'ai appelé une architecture et une urbanistique du Bernard l'Ermite, pour des raisons évidentes, je crois. Et le meilleur exemple, c'est le château d'Arles, dont voici une gravure fin 18e, qui montre comment étaient les arènes grignotées par des constructions parasites qui ont été éliminées au début du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, sauf l'une des tours, parce qu'au dernier moment, on s'est dit qu'il fallait garder un vestige médiéval. Et le christianisme, il faut l'ajouter, a par ailleurs appris de l'Ancien Testament à se méfier de la ville. La ville est l'œuvre de Caïn. Je vous rappelle Genèse 4, Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Enoch. Il devint un constructeur de ville et il donna à la ville le nom de son fils, Enoch. Il n'est donc pas étonnant que la ville, dans un premier temps, ait d'abord été Sodome et Gomorrhe ou Babel et des choses de même farine,
plutôt que Jérusalem, où de toute façon le Messie a été crucifié. Donc quand on est dans les débuts du christianisme, le mouvement c'est d'aller au désert pour vivre le plus complètement en conformité avec les enseignements du Christ, dans cette communauté parfaite qu'est le monastère, qui est la préfiguration de, y compris physiquement. Ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de plan régulateur dans les villes médiévales, même les Bastides, où celle que vous avez ici, avec donc une photo avec Montpazier, est totalement une exception, dont le plan n'est d'ailleurs pas aussi régulier qu'on l'a cru, s'il est plus régulier que l'agencement de ces cornières, dont vous avez une photo, donc les angles des places, vous voyez que c'est très pittoresque, mais on ne peut pas dire que ce soit d'une rationalité parfaite. Alors cette ville médiévale, j'ai choisi de l'appeler ville herméneutique, parce que le patchwork elle n'a pas de plan d'ensemble qui permettrait de fournir la clé du patchwork d'édifices qui la constituent. C'est-à-dire inspiré des textes religieux, c'est ça? Je ne sais pas si c'est inspiré, mais en tout cas, elle correspond à cette tournure d'esprit qui fait que, bon, d'une part, le monde est, on connaît la formule de la première aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous voyons dans un miroir d'une manière confuse, dont Huizenga disait qu'elle était la formule qui était la mieux connue des médiévaux. Je crois qu'il a raison. Et donc, le monde lui-même est à déchiffrer. Tout est signe, tout n'est que signe. Et c'est vrai aussi que les Écritures sont elles-mêmes à déchiffrer à plusieurs niveaux, puisque l'Ancien Testament a un sens historique, mais il a aussi un sens allégorique qui appelle des interprétations, la meilleure explication se trouvant dans une lettre de Dante. Et c'est à une toute autre logique que va obéir la ville pour laquelle Léon Battista Alberti explique qu'on doit préférer les rues courbes aux rues rectilignes parce qu'elles font paraître la ville plus grande et parce que, je le cite pour le coup, vous avez le texte dans mon dos, elle permet aux promeneurs de découvrir sensiblement à chacun de ses pas de nouveaux aspects des édifices, de voir la sortie et la façade de chaque habitation, alignée sur l'axe central de la voie et d'apprécier dans ces conditions sa vaste étendue, tandis qu'autrement, ces dimensions excessives seraient malséantes et rendraient même la ville insalubre. On passe sur les enjeux médicaux là derrière. Cette ville-là n'est plus pensée pour inscrire avec une piété précautionneuse dans le macrocosme du monde, son microcosme aux allures de cryptogramme pour les chrétiens. Elle est pensée par et pour l'homme qu'Alberti définit comme l'être que la nature a placé dans le monde pour y être spéculateur et opérateur delle cose, pour y être spectateur et utilisateur des choses. Consommateur. Peut-être pas consommateur, parce qu'il est là effectivement pour le transformer, ce monde, pas simplement pour utiliser ce que les autres ont produit. Cette ville-là n'est plus une énigme à déchiffrer craintivement, moins encore un mystère, si on veut bien faire un mystère entre l'énigme qui a une solution et le mystère qui n'en a pas. Elle est un spectacle offert à la contemplation d'un homme qui l'a édifié pour son usage et pour son utilité, suivant la très anthropocentrique formule d'Alberti. Un homme à propos duquel son cadet Pic de la Mirandole reprendra à son compte la formule d'Hermès Trismégiste, magnum miraculum est homo, c'est un grand miracle que l'homme. Et cette formule, elle devient quasiment la maxime d'une Renaissance dont Chastel disait que l'orgueil y est sans limite. Bon. Cette ville qui commence à se mettre vraiment en place à ce moment-là, même s'il y a donc au Quattrocento, même s'il y a des esquisses dans l'Italie du siècle précédent, je la nomme la ville optique. Alberti est une brillantissime figure de cet humanisme, haut fonctionnaire pontifical, mais ça a été aussi un peintre, ça a été un sculpteur et surtout un architecte, une des figures majeures de l'architecture de la fin de la deuxième moitié, enfin, des 3 derniers quarts du Quattrocento, et c'est quelqu'un qui a aussi une œuvre écrite assez étonnante, et il a théorisé donc aussi bien la peinture dans le De Pictura, où il donne la première explication de la perspective géométrique qui révolutionne précisément la peinture. Le De Statua, alors le De Pictura est de 1435, le De Statua est écrit dans la foulée, et enfin, il écrit un gros pavé que je n'ai pas amené parce que je ne voulais pas me charger, qui s'appelle De Re Edificatoria, avec une périphrase, donc on traduit par l'art d'édifier, qui date des années 1450, qui est à la fois le premier traité d'architecture écrit depuis Vitruve au 1er siècle avant Jésus-Christ, et considéré par les théoriciens de l'urbanisme et les historiens de l'urbanisme comme le prototype
des traités d'urbanisme qui apparaissent à la fin du 19e siècle. On accole le concept d'art avec celui de bâtir, c'est ça? Alors on va essayer à travers la perspective. Hein. Oui, parce que c'est l'homme de la perspective urbaine. Parce que, alors, les Italiens ne parlent pas par hasard de scénographie, mais il faudrait du temps pour expliquer pourquoi ce mot est utilisé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'incontestablement, en effet, Alberti, qui explique au début du traité que ce qui a réuni les hommes, ce qui est le moteur du politique, hein, c'est pas le feu, c'est pas l'eau, comme le dit Vitruve, c'est l'architecture, c'est elle qui fait vivre les hommes ensemble. Hein. Et il écrit aussi que la beauté d'une ville ne se mesure pas à ses monuments, mais à l'agencement d'ensemble de ces édifices. Je vous ai mis le texte dans mon dos. Hein, donc ce qui fait, vous remarquerez qu'il dit que le principal ornement d'une ville est constitué par ses rues. Donc très curieusement, ça passe par les rues. Et on a ensuite le reste, le forum et les édifices, leur situation, leur construction, etc., hein, qui doivent être distribués de manière à répondre sur le mode le plus adéquat aux fonctions de chaque ouvrage et aux exigences pratiques et décoratives qui sont les siennes, puisque là où manque l'ordre, disparaissent aussi la commodité, l'agrément et la dignité. C'est pratiquement faire de la ville ce que les Allemands appelleront au XIXe siècle Gesamtkunstwerk, l'œuvre d'art totale, même si c'est une œuvre collective. Il n'est pas étonnant qu'Alberti, avant d'être le théoricien du nouveau langage architectural, ait été celui d'une perspective géométrique qui a été inventée par Brunelleschi, donc au début du Quattrocento, au moment même où il conçoit, d'où la diapo que je vous passe, au moment même où il conçoit le fameux cupolone et la grande coupole qui coiffe la cathédrale de Santa Maria del Fiore à Florence. Et c'est clair que la perspective permet de donner des représentations rigoureuses, on dirait quasiment scientifiques, d'un objet, et qu'elle permet ce que le croquis à la main, à main levée, permet plus difficilement, de construire des croquis impeccables d'ensemble d'édifices. Hein, autant dire qu'elle est une alternative fort commode à la maquette, au modèle que les Italiens utilisent beaucoup. Vous avez les dimensions de celle-ci. J'insiste sur le fait qu'il a fallu 7 ans pour élaborer cette magnifique chose, cette magnifique maquette qui fait 7 mètres de long, 4 mètres et quelques de haut, 6 mètres de large, etc., qui est le projet qui a été abandonné pour la reconstruction de Saint-Pierre de Rome. Alors, si on passe assez rapidement, vous voyez bien qu'on peut difficilement imaginer traiter ce que les perspectives urbinates traitent en peinture avec une maquette en ayant le même niveau de crédibilité. Et donc Brunelleschi commence, les deux premiers tableaux perspectifs sont 2 tableaux qui représentent 2 espaces urbains, le baptistère San Giovanni et sa place, et la Piazza della Signoria, à la place de la commune à Florence. Brunelleschi est aussi le premier architecte, dans l'acception moderne du terme, concepteur d'un édifice dont il est l'auteur et qui est son œuvre, les différents corps de métier appelés à le construire, n'ayant pas d'autre tâche que celle de le réaliser aussi conformément que possible, hein, pour la part qui leur incombe, sans prendre la moindre initiative, à l'encontre exactement de ce qui se passe sur un chantier médiéval où le maître d'œuvre, car à l'époque on parle de maître d'œuvre, en tout cas en France, s'il conçoit l'édifice dans ses grandes lignes, c'est-à-dire plan et élévation, ne fait après que coordonner les ateliers. Il se retire, pas tout à fait, il essaie d'empêcher que ce soit la pagaille la plus complète, que chacun agisse à sa guise, mais disons de façon symbolique, un tailleur de pierre gothique a tout à fait le droit de doter la gargouille qu'il est chargé de sculpter de la tête qu'il veut, y compris celle de quelqu'un qui existe et dont il veut littéralement se payer la tête. Alors que Brunelleschi, lui, va jusqu'à concevoir et fabriquer lui-même les moules donc le musée de l'œuvre de la cathédrale à Florence conserve pieusement ses outils et son masque funéraire. Il va jusqu'à concevoir les moules des briques qui ont des formes très particulières et qui sont indispensables à la réalisation de la coupole. Donc on a d'un côté un concepteur, de l'autre des exécutants, la fameuse division verticale du travail. Là, elle est affirmée. Aussi d'autres choses qui sont en jeu. C'est donc pas par hasard, si vous voulez, que le mot architecte s'impose en français et commence à remplacer l'expression de maître d'œuvre en 1510, donc au début du XVIe siècle. Nous avons trop tendance, parce que nous savons que le mot est grec, à nous dire c'est un mot qui vient
oui, mais avec toute une période où les gens qui remplissaient des fonctions qui sont aujourd'hui celles d'un architecte s'appelaient maître d'œuvre. Et l'architecte est aussi une invention de la Renaissance, parce que, comme le peintre et le sculpteur, celui qu'on nomme désormais architecte devient, au Quattrocento, un artiste. Le mot artiste est aussi intraduisible en latin ou en grec que le mot art, dans le sens qui est le sien quand nous l'employons au singulier absolument, comme le technites, l'artifex latin, est aussi bien cordonnier ou marin que peintre ou sculpteur, le latin ars désignant le savoir-faire technique, comme le grec techné, par opposition au savoir théorique scientia ou épistémé. On a donc le fameux schéma des 7 arts libéraux. Alors, je vous interromps, c'est le moment charnière où vous faites entrer les artistes dans la ville, c'est ça? On ne les fait pas entrer où ils naissent dans la ville. D'accord. Ils sont là. Ils sont une invention de la ville. Alors il y aurait évidemment en plus beaucoup d'éléments sur lesquels il faudrait réfléchir sur l'apparition de cette ville bourgeoise, commerçante, etc. Et le fait que l'artiste s'inscrit dans cette. Et là, il aura un statut et là, il va avoir un salaire. Statut, il va avoir un salaire qui va plus être fonction de. Alors ça peut évoluer, c'est-à-dire que Brunelleschi au début du siècle est payé comme un entrepreneur en maçonnerie. À la fin du siècle, Léonard est payé à la cour des Sforza l'équivalent d'un ministre pour simplement être Léonard. Quand en plus il condescend à faire quelque chose, on lui donne de l'argent. C'est une star. C'est une star, effectivement. Et il faut se rappeler donc, que le mot artiste, donc le mot français artiste, commence à prendre le sens qu'il a en 1400 en français. Il a la transcription du latin. Le mot du mot italien artista, le mot artista en Italie désigne d'abord l'étudiant essar, ce qu'au même moment à Paris on appelle un artien. C'est quelqu'un qui étudie à la faculté des arts, et donc qui étudie l'un des 7 arts libéraux et qui exclut la sculpture, la peinture, l'architecture. En un mot, l'art est encore plus jeune au fond que la ville. Le mot art est encore plus jeune que la ville. Il est passé sur les fonds baptismaux 5 siècles après. Donc la ville le précède. Voilà, donc la ville, à certains égards, le précède, et la ville a été, à certains égards, le creuset de l'art. C'est à bien des égards, parce qu'advient l'art, et à partir du moment où il est advenu, que la ville peut venir à l'art et inversement. Pas seulement parce qu'il faut pour ça que le peintre, le sculpteur et l'architecte soient devenus des artistes au lieu d'être de simples artisans. On se souviendra que la perspectiva artificialis des peintres doit son nom à la science de l'optique. Perspectiva communis ou naturalis dans le vocabulaire de l'époque. Ça veut dire, pour dire les choses rapidement, ça signifie qu'une vue perspective, c'est une vue scientifique. Ça veut dire que le coup de génie, au fond, qui se joue à ce moment-là, c'est d'affirmer que le monde visible n'est plus le théâtre d'ombre qui avait été si génialement mis en scène et visualisé par Platon dans le mythe de la caverne, puisque les apparences visibles, certes, varient. La même chose peut nous paraître plus grande ou plus petite selon qu'eux, mais varie mathématiquement. Ça obéit à des raisons. Du coup, on a une certaine légitimité en même temps que les moyens pour figurer ce monde sensible. La ville Je peut sens que venir l'urbanisme n'est pas loin. Il apparaît à peu près, enfin, de manière précise, le mot et ces traductions possibles dans les autres langues ne surgit qu'à la fin du XIXe siècle. Mais c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que surgit l'ambition d'envisager la ville dans sa globalité, ce qu'on voit déjà dans le texte d'Alberti que je vous ai invité tout à l'heure à regarder. Et donc, au fond, on passe d'une conception agrégative de l'espace qui implique aussi une ville constituée de manière agrégative des bâtiments qui se construisent peu à peu, à une vision systématique de la ville où la ville est un tout dont les édifices ne sont que les parties. Et ça change tout. Ça change tout, et de là va naître le rêve de ce que les Italiens appellent la città ideale, c'est-à-dire à la fois la ville et la cité idéale, comme le cittadino est à la fois en italien le citadin et le citoyen. C'est un point tout à fait important. Et donc cette città idéale, et pour dire les choses vite, elle est à la fois bonne ville et belle ville. C'est-à-dire que c'est un complexe dont la qualité architecturale constitue tout ensemble le reflet et l'instrument des rapports sociaux bien réglés existant entre ses habitants. L'utopie
dont l'œuvre éponyme ne surgit pas par hasard au début du XVIe siècle et est l'œuvre d'un humaniste, Thomas More, pousse jusqu'à son terme, dans ce qu'il a de plus inquiétant éventuellement, la logique de ce rêve. La Città idéale a pu avoir d'innombrables incarnations en Italie, je vous en montre quelques-unes. Pienza, la première ville idéale devenue réalité à Tondi, Ferrare avec un palais en forme une ville en forme de palais plutôt qu'un palais, disait Balthazar Castiglione. Ferrare, doté du premier plan régulateur de l'histoire de l'architecture. Vigevano, avec la première architecture à programme, aïeul de la place des Vosges, de la place Vendôme, des arcades de la rue de Rivoli, etc. La première ville créée ex nihilo, Sabionetta. Et donc, c'est en France qu'un certain Descartes parle de façon élogieuse de ces places, les places fortes qu'un ingénieur trace à sa fantaisie dans une ville, dans un livre qui s'appelle « Discours de la méthode », qui paraît en 1637. En 1631, Richelieu crée la ville de Richelieu, dont je vous ai mis, dont vous avez à la fois une photo aérienne et une vue de l'urbanisme à programme de sa rue principale. Alors, ça continue évidemment, hein, avec toute, juste pour fixer les idées, les dessins, les premiers dessins de Lucio Costa pour Brasilia. On peut évoquer évidemment la Chandigarh de Corbusier, de Le Corbusier et de Nehru. On peut évoquer avant la Saint-Pétersbourg de Pierre le Grand. Oui. Et évidemment Paris, capitale du XIXe siècle de Haussmann et Napoléon III. Et il y a eu donc d'innombrables versions de cela, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, on peut penser à le projet du Grand Berlin, de Germania, capitale du monde. Ça, c'est ce à quoi on a échappé. D'Albert Speer. Vous remarquerez qu'il y a une coupole aussi, elle pèse la coupole. Sauf que celle-là était prévue pour pouvoir abriter 150 000 personnes. Bon, ça n'a pas pu avoir lieu. Et, disons, la version plus bénigne, ça pourrait être Dubaï. Dubaï, dont Cato Dritis parle, donc cette espèce de parc à thème qui, au fond, passe son temps à multiplier les architectures iconiques qu'on va immédiatement diffuser via Internet, qui ont un site avant même qu'on commence à les construire, qui conservent un site après. L'objectif étant évidemment, à travers ces constructions pharaoniques, de faire de la ville la principale destination touristique du monde post-hydrocarbures. Mais c'est pour assurer ses arrières après le pétrole, c'est probablement pour assurer ses arrières après le pétrole, avec en plus un truc bizarre, parce que dans un pays qui se réclame de la charia, avoir pour modèle Sin City, Las Vegas, moi ça me paraît un tout petit peu contradictoire, mais j'ai dû louper une page quelque part dans le programme. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que Dubaï se présente comme une mosaïque de cities, comme ils disent, avec chacune sa législation. La cité Internet, vous pouvez accéder n'importe où, à n'importe quel site, y compris les plus inacceptables sur le plan de la législation locale. Donc c'est un archipel qui s'inscrit lui-même dans cet archipel, mais planétaire, qui est la ville-monde, hein, qui est en train de se mettre en place sur les 4 des 5 continents, mais la fonte de la calotte antarctique permet d'espérer qu'on va remédier à ça assez rapidement. Mais je vous fais remarquer que les architectes accourent pour construire à Dubaï. Hein. Ils accourent parce que, comme le disait Paul Andreu après une critique absolument féroce et brillante des tours, il disait, cela dit, si on m'en propose une, je la construis. Parce qu'il y a un exercice technique, un travail de dessin fantastique, donc ça vaut le coup. Hein. Et donc dans cette ville-monde parcellisée, etc., ce que j'appelle la logique de la ville optique est démonétisée. Anéantie. Parce que malgré leur dimension sans précédent, ces villes ne sont que des maillons de cette ville-monde, si grande qu'elle soit. Même Tokyo n'est qu'un maillon de tout ça. Et cette ville-monde, je ne peux évidemment pas l'embrasser d'un regard. Non. Je ne peux même pas l'embrasser d'un regard sous la forme d'un split screen sur mon écran d'ordinateur en utilisant toutes les caméras connectées qui nous permettent de circuler virtuellement un peu partout. Et je peux encore moins en faire le tour avec mes jambes et mes yeux
directement comme le promeneur albertien. Et vous l'appelez comment? Et donc cette ville, je l'appelle la ville d'Espatial. À ville, avec un trait d'union, parce qu'elle n'a plus rien de ce qu'on appelait jusqu'à présent une ville, et notamment, elle n'est plus un lieu de rencontre. Le régime du réseau, c'est celui de la ghettoisation choisie et volontaire, qui me rapproche infiniment plus de quelqu'un qui peut être à des milliers de kilomètres de moi avec les mêmes centres d'intérêt que moi, que de mon voisin de palier qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt. On est dans le régime de ce que j'appelle la juxtavivialité et plus la convivialité. Il n'y a pas besoin d'aller à Dubaï. Mais bien sûr, mais parce que c'est effectivement un régime planétaire et déspatial comme désespoir ou désarticulé pour cette même raison. Jamais la ville n'a occupé un espace comparable à la chose urbaine actuelle et jamais elle ne s'est autant organisée organisée par rapport à l'espace physique, puisque ce qui fait la trame de la ville, c'est son entrelac de réseaux, dont évidemment le plus important est aujourd'hui le réseau Internet. Et donc la ville-monde, elle fonctionne par rapport à ce cyberespace qui a à peu près autant de rapport avec l'espace physique que ce qu'on appelle le temps réel, qui est un ordre des simultanés, a de rapport avec le temps véritable, qui lui est un ordre des successifs. Donc on est dans un découplage de ces deux choses. C'est un sujet pour la philosophie contemporaine. Je crois que ce n'est pas seulement un sujet pour la philosophie, c'est un sujet politique de fond, et c'est même le sujet politique de fond. Parce que si on admet que au fond, la politique, c'est l'art de vivre ensemble, c'est une définition à minima, cette espèce de découplage entre si vous voulez, le niveau de la fonctionnalité, c'est-à-dire le niveau qui est le nôtre quand nous travaillons, quand nous communiquons, etc., qui est dématérialisé, et le niveau physique dans lequel nous continuons à vivre, etc., etc. Ça a des conséquences quelque part fâcheuses. Je pense que ce qu'on appelle les incivilités, les incivilités, c'est quoi? C'est des comportements de gens qui, faute de trouver leur place dans la cité comme ils pouvaient la trouver dans la ville optique, régressent à des formes de territorialité, je dis bien de territorialité, pas de spatialité, qui sont comparables à celles de l'animal. Avec les systèmes d'agressivité, etc., etc. J'ai un peu peur, si vous voulez, que la nostalgie de la ville optique, qui aura été la grande époque de la ville. C'est Andreu qui répète que partout, si dégueulasse que soit le terrain qu'on lui propose, on lui dit faites-nous une icône. Donc on est toujours dans cette logique de ce qui doit être vu. Et que cette nostalgie de la ville optique ne soit au principe de l'obsession que nous avons de mettre l'art partout dans la ville, comme si ça suffisait à refaire exister la ville. C'est curieux parce que nous sommes en même temps au moment où, avec ce qu'on appelle la réalité augmentée, nous pouvons être à la fois à l'intérieur devant le bâtiment et en visualiser l'intérieur, ou l'inverse, en attendant d'ailleurs de pouvoir le faire sans même notre smartphone, puisqu'on aura incorporé des implants électroniques ad hoc. Et ça, c'est le moment où ce que j'appelle la ville d'Espatial se sera réalisée, c'est-à-dire le moment où se sera réalisé ce qui a été mis en scène par les frères Wachowski dans Matrix. C'est Matrix City. C'est exactement ça. J'essaie de voir les choses avec, vous savez, ni aimer ni détester, ni rire ni pleurer, mais comprendre, comme disait Spinoza. Donc la question, c'est que je crois que c'est assez banal. Je veux dire, Virilio disait, il va y avoir 1 milliard de gens qui vont migrer dans ce siècle sur cette planète. La Chine va migrer ce siècle-ci. C'est autre chose que le tourisme, c'est autre chose que les ponts du 15 août. Bon. Donc ça va bouger. Comment est-ce que ça va bouger? J'en sais trop rien. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir si nous sommes en 450 ou en 1450. On revient dans 50 ans et on pourra trancher peut-être. Donc on est trop nombreux pour se sentir ensemble. Je ne sais pas si on est trop nombreux. On aurait pu dire la même chose en 950 quand la population a rebondi. Pas nécessairement. Mais peut-être faut-il effectivement se poser cette question-là, se rappeler de ce que dit encore une fois Aristote. Aristote dit dans la politique, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est qu'il a l'aïstésis, la perception sensible du juste, de l'injuste, du bien et du mal et de choses semblables. Et ça donne, en particulier à l'architecture, une responsabilité décisive. Si je n'ai pas envie d'entrer dans un musée, je n'entre pas dans un musée. Si chaque fois que je sors de chez moi, je suis confronté à une agression
architecturale évidente, je ne peux pas circuler en fermant les yeux. Tant qu'on n'aura pas fabriqué tant qu'on n'aura pas fabriqué des casques de réalité augmentée qui me permettront de me promener dans le plus infâme des ensembles architecturaux en ayant l'impression de me promener sur le forum à Rome ou dans tel ou tel, sur la perspective Nevsky ou dans tel ou tel endroit architecturalement un peu réussi. Merci beaucoup.